Des minorités au Moyen-Orient, cher Bruno Retailleau, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, cher Christian Cambon, Éminence, Béatitude, cher Grand Rabbin, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de saluer aussi le représentant spécial du grand imam de la mosquée Al-Aqsa. Je voudrais saluer particulièrement mes collègues parlementaires, on ne m'en voudra pas. D'abord, le président de la commission des affaires religieuses de la Chambre des députés d'Égypte, Monsieur le Président, c'est un honneur de vous avoir. De saluer nos collègues, et particulièrement nos collègues féminines d'Égypte, de Jordanie, d'Irak, d'Arabie Saoudite. C'est aussi un grand plaisir. Un membre du Conseil constitutionnel du Liban, si cher à notre cœur, chers collègues parlementaires, et notamment du Sénat, Madame la vice-présidente du Sénat, et nos collègues parlementaires, mesdames et messieurs. C'est un honneur qui m'est donné ce matin d'ouvrir ce colloque, organisé à votre initiative, Monsieur le Président Retailleau. Et je voudrais saluer votre initiative, car vous êtes quelqu'un dont chacun connaît l'engagement, les convictions, mais aussi la capacité à ne pas laisser les choses sans avoir le courage de les déranger, quand elles sont inacceptables. C'est vrai sur le sujet qui nous rassemble, mais vous êtes un homme en même temps de concorde, de rassemblement et de paix. Et je voulais le dire en saluant l'action qui est la vôtre, et celle de l'ensemble du groupe de liaison qui rassemble des parlementaires, sénateurs de toute sensibilité politique. Ce colloque aussi n'aurait pas pu voir le jour sans l'appui, cher Christian Cambon, de votre commission, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Je salue les ambassadeurs, et je sais que certains nous rejoindront au cours de la matinée. Je voudrais saluer Bruno Aubert. Je sais que sans leur appui, cette journée n'aurait pas pu non plus avoir lieu. Je voudrais avoir les autres éminents membres communautés religieuses ne m'en voudront pas, remercier le patriarche de Babylone des Chaldéens, sa béatitude, Monseigneur Sacre, qui a apporté témoignage, un témoignage toujours de paix et de rassemblement, et j'ai le souvenir de nos rencontres, et d'un moment particulièrement émouvant que nous avons vécu, je le garderai dans mon cœur, dans la chapelle de la très laïque présidence du Sénat. Il s'en souvient très bien, et en tous les cas pour moi, ça reste un moment qui n'est pas sous les discours sur la spiritualité, car il est un moment d'adresse à ce que nous avons au-dessus de nous. Je voudrais saluer son éminence Sayed Jawad Al-Koé, cofondateur du Conseil irakien, aussi pour le travail qu'il fait, et donc pour le dialogue interreligieux, et redire à Jérôme Bernheim le plaisir de le retrouver. Je suis heureux qu'au Sénat de la République française, la parole d'homme de foi éminent soit mêlée à celle des diplomates, à celle de responsables politiques, à celle de chercheurs. Vous savez, la laïcité vivante nous fait un devoir d'un dialogue, en vérité, avec les religions. Mais je ne peux pas poursuivre, même si ce matin nous allons parler Irak, sans que nous tournions une fois encore nos pensées vers la Syrie, dans la 7e année de cette guerre innommable, après une succession de drames et de crimes, et à un moment de tension majeure internationale. Je n'oublie pas non plus la situation des Kurdes, notamment dans une partie de la Syrie. Une lueur renaît en Irak. Et comme nous sommes des hommes par nature d'espérance, quelles que soient nos convictions, comme nous croyons toujours à la capacité de la résurrection, quelles que soient nos convictions, et cette lueur d'espoir en Irak nous paraît tout à fait essentielle.
la perte d'une capitale autoproclamée de Daesh, le 9 juillet 2017, Mossoul a porté un coup stratégique et symbolique face à l'organisation terroriste. Ainsi, les forces irakiennes, avec le soutien de la coalition internationale, ont contribué à l'éradication territoriale quasi complète du groupe terroriste. Mais, pour reprendre la formule de notre ancien chef d'état-major des armées, une victoire militaire ne suffit pas, quelle qu'en soit son ampleur. Elle ne suffit pas à vaincre le terrorisme et le terrorisme islamiste. Le défi dès aujourd'hui est de mettre en place les conditions qui doivent permettre d'éviter les résurgences. La situation humaine demeure préoccupante. Près de 3 millions de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du pays, si j'en crois à l'Office international pour les migrations. Ces populations sont réparties dans l'ensemble du pays, bien sûr avec une forte concentration dans la plaine de Ninive et le Kurdistan irakien. Après 30 ans de guerre et d'embargo, suivis de destruction liée à la présence de Daesh, les besoins sont immenses dans les secteurs de l'énergie, de l'électricité, de l'eau, des transports, des communications ou de la santé. Si je ne souhaite pas m'appesantir sur le passé, je souhaite seulement souligner qu'il ne s'agit pas là que d'un débat académique ou intellectuel. Nous parlons de vies brisées, nous parlons de femmes, d'hommes, d'enfants, au destin qui parfois s'est arrêté sur une plage de la côte turque ou sur les rives de la côte grecque. Dans ces circonstances, les chrétiens d'Orient ainsi que des populations d'autres confessions minoritaires, je pense particulièrement aux Yézidis dont j'avais reçu une délégation il y a quelques temps, ont été les victimes désignées du terrorisme. Ils ont fait l'objet en fait d'un nettoyage, pardonnez ce mot horrible que j'ai mis entre guillemets, mais d'un nettoyage confessionnel systématique. Très tôt, il faut le dire, les patriarches nous ont alertés sur cette situation. Ils sont le témoignage vivant de la diversité religieuse du Moyen-Orient et de la possibilité d'une coexistence pacifique entre tous. Même pas du mot possibilité, de la volonté d'une coexistence pacifique entre tous. Ils portent le signe d'une espérance et d'une présence multiséculaire sur une terre qui a d'ailleurs vu naître le christianisme. Ils ont ancré en eux une forme de pragmatisme qui les conduit à s'adapter aux situations les plus périlleuses. Je pense à ces populations, notamment chrétiennes, qui vivaient dans les zones occupées par Daesh et qui ont fui en 2014. Une partie d'entre elles se sont exilées à l'étranger. Beaucoup sont restés au Kurdistan, dans des camps de réfugiés. Et progressivement, elles commencent à revenir dans les villes où elles vivaient avant. Un retour dans les villes qui sont majoritairement chrétiennes, où elles peuvent s'appuyer sur une communauté ancrée, notamment avec la présence des églises, et où ils ont le sentiment que leur sécurité est mieux assurée. Mais si les églises et les organisations non gouvernementales s'emploient à reconstruire notamment les maisons qui sont souvent le vrai symbole du retour et de l'ancrage, ce retour s'accomplit trop lentement dans les villes où les chrétiens étaient minoritaires parce qu'il y a aujourd'hui une méfiance. On ne peut pas gommer. Et notre pays l'a connu aussi, dans un temps qui n'est pas si éloigné du XXe siècle, quand on se retrouve avec ceux qui ont applaudi à l'arrivée d'un État islamique, ou ceux qui s'étaient appropriés les maisons, voire qui avaient dénoncé, le travail de réconciliation est une œuvre longue, difficile, et qui s'appuie sur les forces, mais aussi les fragilités humaines. Le but de notre délégation sénatoriale, cher Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur le terrain au mois de janvier, était de constater comment se passait le retour notamment des chrétiens, mais d'autres minorités en Irak, mais aussi d'envoyer un signal à nos collègues responsables irakiens de tous bords pour les inciter, dans le respect de leur liberté et de leur autonomie, à prendre en considération l'ensemble des populations qui vivent dans ce pays, sans aucune exclusive, et que la notion des droits égaux est pour nous une notion et un principe et une référence essentielle.
C'était le 14 novembre, Béatitude. Vous aviez plaidé devant moi pour une réforme de la Constitution de votre pays. Et vous aviez plaidé pour assurer l'égalité de tous les citoyens. Et le patriarche de l'Église grecque, Melkite, m'a demandé aussi audience. Je le recevrai le mois prochain. Il s'agit d'œuvrer en faveur d'une pleine citoyenneté. Je sais que parfois ce mot fait débat, mais il a pour nous, en France, un sens extrêmement profond, et du respect de la liberté de conscience. De militer pour que notre pays, l'Irak, adopte un régime civil. Il s'agit aussi de promouvoir l'éducation à la liberté d'expression. Personne, et nulle minorité, ne revendique un statut d'exception. Je crois qu'ils veulent au contraire bénéficier d'un statut de citoyenneté à part entière. Au-delà de la question fondamentale de la citoyenneté égale, vous avez placé, cher président Retailleau, cette journée sous le terme de justice et de réconciliation. Et il me paraît que la réconciliation naît, mais c'est sans doute une vision très franco-française, de l'unité de l'État. La communautarisation des provinces semble en effet, pour nous, mais vous l'avez exprimé en d'autres temps, nos amis libanais le savent, une fausse bonne idée. Je ne sais même pas si le mot « bonne » est un mot qui convient. En tous les cas, c'est faux. Au fond, elle fragilise la communautarisation à la place des populations minoritaires. À la communautarisation devrait être préférée, me semble-t-il, la voie de la décentralisation, qui affirme à la fois l'unité nationale, tout en permettant à chacun d'être maître d'une partie de ses décisions. La décentralisation peut concerner jusqu'aux communautés les plus locales. Le Sénat de la République française dispose d'une longue expérience en matière de décentralisation. Elle est mise actuellement à profit dans la recherche de solutions à de nombreux conflits qui parfois ont eu des formes de guerre civile, mot dont je me méfie, car parfois ce sont des guerres de grande puissance par population civile interposée. Et je veux pour preuve, c'est aujourd'hui même, j'y étais invité, la naissance du Sénat de Côte d'Ivoire, après les drames qu'a connus la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui. J'étais invité à l'installation de la préfiguration du Sénat de Côte d'Ivoire, né de cet affrontement que chacun a bien en tête, à la fois ethnique, religieux, économique. Oui, il faut que soient renforcées les institutions étatiques, l'idée de citoyenneté et de contrat social. C'est cette idée qui, du Liban à l'Égypte, me paraît être à même de garantir des droits égaux pour tous, au-delà de toute appartenance religieuse. Le grand imam d'Al-Aqsa, Hamad Tayeb, autorité majeure du monde arabe sunnite, que j'ai rencontré 2 fois dans mes visites en Égypte, Monsieur le Président, Monsieur le représentant, et qui m'a rendu visite ici aussi au Sénat, a solennellement affirmé que l'islam n'est pas incompatible avec le pluralisme religieux. Et je cite, « Égalité en droit et en devoir des musulmans et des non-musulmans », fin de citation, au sein d'un, je cite, d'un État national constitutionnel. Ainsi, selon lui, la notion de citoyenneté n'est pas étrangère à l'islam. Il dit même qu'elle pourrait être dans ses fondements. En 2012, dans un document intitulé « La citoyenneté et l'avenir de l'Égypte », Cheikh Hamad Tayeb affirmait que toute religion devait se conformer à la loi civile de l'État, et il optait pour ce concept. Alors, le 12 mai, il y aura des élections législatives, monsieur l'ambassadeur, dans votre pays. Et il me paraît qu'un Irak inclusif, dont le modèle de gouvernance et le secteur de sécurité ont été réformés, où une juste part dans le système politique pourrait être allouée aux différentes communautés, et où le pouvoir
ferait le choix de la décentralisation pourrait sans doute favoriser l'émergence d'une citoyenneté. Je vous souhaite un excellent colloque. Pardonnez-moi d'avoir dépassé les propos de courtoisie, mais je ne pouvais pas ne pas évoquer ce que je ressens profondément comme président du Sénat de la République, avec la sensibilité qui est la mienne, mais dans la représentation des 347 sénateurs, car je me préside moi-même, qui, dans leur diversité, ont toujours, pour le Moyen-Orient, pour l'Orient, une relation assez particulière. Pas simplement au nom de la vision que le général de Gaulle en avait, mais sur lequel hier, à travers la Fondation Charles de Gaulle, nous avons revivifié un peu le regard qu'il y portait. Mais aussi parce que nous avons une responsabilité avec d'autres. Je n'oublie pas que c'est au Sénat qu'une partie des accords Sykes-Picot ont dessiné une carte et que nous devons aussi ne pas nous laver les mains des conséquences de cette carte et l'assumer. Je vous souhaite un très bon colloque. Merci.